donc le débat sur le nucléaire. Donc, pour resituer ce débat, il fait suite donc, à la catastrophe nucléaire japonaise de Fukushima suite au séisme puis tsunami du 11 mars dernier. Donc il y a maintenant à peu près plus d'un mois. Et donc cette catastrophe a relancé le débat sur le nucléaire français. Cette catastrophe qui a été très médiatisée, souvent comparée à Tchernobyl, a relancé les inquiétudes vis-à-vis du nucléaire. Est-ce que Fukushima montre qu'il est impossible de maîtriser le risque nucléaire, selon vous? Fukushima, c'est une démonstration après Tchernobyl et après Three Mile Island. Que le risque d'un accident grave existe toujours. On peut dire que sa probabilité est faible, c'est certain, mais qu'il existe toujours. Et la différence entre un accident industriel classique et un accident nucléaire, c'est la radioactivité. La radioactivité, c'est inconfinable. Ça peut avoir des effets dévastateurs sur un périmètre extrêmement large et pendant un temps très très long. Donc les conséquences de ce risque et des dangers très importants de ce risque, c'est qu'il ne faut pas le prendre. C'est assez simple, surtout qu'on a la possibilité de faire autrement. Moi, je veux bien que vous nous parliez du nucléaire au Japon, où le risque sismique est évidemment très important. C'est d'ailleurs la base de la catastrophe de Fukushima. Mais enfin, le risque sismique français n'a absolument rien à voir avec le risque sismique japonais. Le gouvernement a aussi annoncé qu'il y aurait des mesures qui seraient prises pour les centrales nucléaires les plus défectueuses, en tout cas les moins sûres. Donc, moi, ce qui me gêne par-dessus tout, c'est qu'on transpose un débat dont les termes ne sont absolument pas les mêmes. Je veux dire, au Japon, ça découle d'une catastrophe naturelle, sismique. Ces mêmes risques ne sont absolument pas présents en France. Le gouvernement a pris ses responsabilités en annonçant un certain nombre de décisions qui seront prises par rapport à l'évaluation de la sûreté des centrales nucléaires. Donc, on n'y va pas à l'aveugle, quoi. Ce que vous essayez de nous faire croire, c'est juste pas possible. Enfin, vous essayez de nous dire qu'en gros, en France, on prend tous les risques par rapport au nucléaire. Notre position est beaucoup plus responsable que ça. Non, d'abord, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Et par ailleurs, vous faites une erreur sur l'accident de Fukushima. Ça n'est pas un accident lié au tremblement de terre directement. La catastrophe de Fukushima, c'est la panne des circuits de refroidissement, c'est-à-dire l'arrêt de refroidissement des cœurs. Les centrales ont bien... Il est dû à quoi, cet arrêt? Il est dû à l'inondation des moteurs. Et à la panne... Non, en l'occurrence, c'est pas un problème sismique, puisque les bâtiments ont très bien résisté. Et d'ailleurs, une des difficultés, mais je vous invite à prendre connaissance du long débat que j'ai fait sur le sujet avec Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est beaucoup plus mesurée que vous, puisqu'elle ne répond pas... puisqu'elle ne répond pas, justement, par le mépris à la question de la dangerosité mais madame, je ne réponds pas par le mépris. C'est pas parce que je vous contredis que je suis méprisant. Non, mais vous ne me contredisez pas, puisque le président de l'autorité de sûreté nucléaire, M. Lacoste, a dit lui-même un risque d'accident grave nucléaire en France est possible. Voilà, c'est pas une question de risque sismique, c'est une question simplement de dangerosité de l'industrie nucléaire. Le danger de l'industrie nucléaire et l'incapacité ensuite de résoudre la catastrophe, puisque l'entreprise qui gère la centrale de Fukushima le dit elle-même, il faudra 6 à 9 mois pour reprendre le contrôle de la centrale. Le contrôle de la centrale de Fukushima n'a toujours pas été repris. Et le problème de la catastrophe, c'est que les causes peuvent en être multiples. La catastrophe de Tchernobyl, bien sûr, mais ce n'est pas un tremblement de terre, tous les risques existent pour tous les moyens de production énergétique. C'est une erreur humaine. Oui, sauf que quand il y a l'accident, la rupture d'un barrage, par exemple, c'est pas du tout les mêmes conséquences qu'un accident nucléaire. C'est ça tout le problème, et le problème est très simple, c'est est-ce que, oui ou non, on veut faire prendre aux populations d'un pays, en l'occurrence pour nous, au-delà d'un pays, puisque d'ailleurs les pays européens se sont inquiétés de la situation de sur-occupation du territoire français par les centrales nucléaires. Est-ce qu'on veut faire prendre un risque si considérable qu'on ne sait pas gérer? Mais par rapport à ça, il y a certaines annonces qui ont été faites. Il va y avoir des audits qui vont être menés pour justement évaluer la dangerosité de certaines centrales nucléaires, pouvoir créer des aménagements. Mais madame, le nucléaire est une énergie tellement indispensable et tellement performante qu'on ne peut pas y passer à côté. Ça, c'est faux. Il y a 3 mensonges historiques qui ont fondé le nucléaire en France. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder comment le nucléaire et comment la situation des 58 réacteurs sur notre territoire français, le fait que personne n'habite à plus de 300 km d'une centrale, pour d'ailleurs des étudiants qui font des études en sciences politiques, est intéressante. C'est la commission Péon qui a décidé ça, qui a été annoncé par Pierre Messmer quelques semaines avant la mort de Pompidou, sans aucun débat au Parlement, et on a dit on va faire 4 à 5 réacteurs nucléaires par an en France, et en même temps, parce qu'on savait qu'on allait produire trop d'électricité, on va équiper 3 millions de logements d'ici 1985, on était en 74, avec du chauffage électrique, ce qui est la pire des aberrations énergétiques. Dans beaucoup de pays, c'est interdit. Le chauffage électrique est interdit, parce que c'est un gaspillage phénoménal. C'est-à-dire qu'on a lancé ce programme électronucléaire dans une espèce d'idéologie
complètement c'est la même obtuse. idéologie qui vous anime contre le nucléaire. Pas du tout. Vous Moi, je voulez suis nous faire très croire... pragmatique. Mais madame, je dis, est-ce on qu'on peut essaie faire d'être autrement pragmatique aussi. Est-ce qu'on peut faire autrement? Mais La réponse est oui. On peut toujours faire autrement. On peut apporter des compléments à l'énergie nucléaire. D'ailleurs, non, on peut la remplacer. C'est ça qui est formidable. C'est que mais si... quel calendrier? Mais ce ne sera pas les mêmes enjeux, et ce ne sera pas les mêmes performances. Par exemple, faux. pour l'énergie éolienne, j'ai fait le petit calcul. Si on veut remplacer l'énergie nucléaire, ou en tout cas contribuer à remplacer l'énergie nucléaire par l'énergie éolienne, c'est qu'il faudra une éolienne tous les 2 km. Donc il faut que vous disiez aux Français qu'ils vont avoir une éolienne dans leur jardin. Maxime, laisse répondre Madame Duflo. Ça a l'air sympa, mais c'est vraiment du pipeau. Mais c'est pas du pipeau, madame. C'est pas parce qu'on vous contredit que c'est du pipeau. Mais non, mais il faudra une éolienne tous les 2 km. Ça veut rien dire pour la bonne et simple raison qu'on ne peut pas remplacer l'électricité mais alors comment on fait pour remplacer le nucléaire? On le fait par 2 chemins. Le premier qui est les économies d'énergie. Parce que un des gros problèmes du programme électronucléaire français, c'est qu'il a abouti à un gaspillage d'électricité considérable. Donc premièrement, il y a 5 tranches qui fonctionnent en permanence pour faire fonctionner les centrales nucléaires. Quand on regardera dans quelques années le bilan de cette aventure industrialo-technologique, on se dira quand même que c'était un peu fou. Comme un certain nombre de projets, c'est la même chose que le Concorde. C'était un grand projet industriel et on a confondu l'ego de la France avec le nucléaire. Donc les 2 chemins, c'est les économies d'énergie. L'ego de la France, oui, parce que ça nous fournit une indépendance énergétique qui est considérable. Qu'est-ce que c'est l'indépendance énergétique? C'est-à-dire qu'on ne dépend pas de Gazprom ou d'autres centrales à charbon, par exemple, ou en tout cas on en dépend moins pour la production de notre électricité, pour la dépense de notre énergie. Qu'est-ce qu'on met dans les centrales nucléaires? Mais madame, moi je vous parle des résultats. Non, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'on met dans les centrales nucléaires? Parce que vous semblez le savoir mieux que moi, allez-y. Non, parce que vous mais l'indépendance énergétique, c'est un fait. C'est qu'on ne va pas aller acheter du gaz aux Russes pour pouvoir nous chauffer. Donc, on ne va pas acheter du gaz aux Russes, c'est certain. Qu'est-ce qu'on met dans les centrales nucléaires? Je dois vous avouer que je ne sais pas. Vous allez nous le dire. Eh oui, on met de l'uranium. Et à votre avis, d'où il vient cet uranium? Certainement d'autres pays. Et ben voilà, donc on n'est pas du tout indépendant puisqu'on va le chercher au Niger dans des conditions absolument apocalyptiques. Depuis la fin des années 80, il n'y a plus 1 gramme d'uranium en France. Donc cette formule sur l'indépendance énergétique, je pourrais vous faire la suivante. En France, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, mais on a du nucléaire. Non, on n'a pas de nucléaire, on a de l'uranium qu'on importe du Niger dans des conditions qui, d'ailleurs, ont des conséquences géopolitiques absolument catastrophiques. Donc c'est une chimère. Mais comment on fait dans ce cas-là? Donc j'étais en train de vous expliquer, le 2e chemin, ce sont les énergies renouvelables, et pas uniquement l'éolien, le solaire, toutes les énergies qu'on n'a pas encore développées, comme la géothermie profonde, comme le biogaz. On a des champs de recherche sur lesquels la France est énormément en retard, puisque sur les 30 dernières années, on a consacré à peu près 2% de notre budget de recherche aux renouvelables, quand 98% a été consacré au nucléaire. Mais ça, c'est une proportion qui me semble a augmenté avec le Grenelle de l'environnement. Oui, mais on est tellement en retard qu'aujourd'hui, effectivement, la ministre en charge de la question, Nathalie Kosciusko-Morizet, assume d'avoir quasiment tué la filière solaire française parce que nous ne produisons pas en France de panneaux photovoltaïques, puisque nous les importons quasiment tous. Donc on a ça, un je sais bien, sujet. Oui, d'ailleurs, par rapport à la région Rhône-Alpes, où vous êtes associé à l'exécutif, il y avait la possibilité de faire produire des panneaux photovoltaïques sur le territoire du Rhône-Alpes, et le président Jean-Jacques Ayrault, en accord avec les écologistes dont vous êtes l'amie et la présidente, ont fait importer des panneaux photovoltaïques d'Afrique du Sud. Donc c'est une problématique que vous-même vous appliquez à... Là, vous dites un peu n'importe quoi. Mais non, madame, je ne dis pas n'importe quoi. Sur Rhône-Alpes, non, je vous assure que non, madame. Mais si, mais... Trouvez-moi le contre-exemple, donnez-moi le contre-exemple, madame. Aujourd'hui, c'est facile de dire que je dis on a n'importe supprimé quoi, 15 000... Non, je dis pas... C'est pas facile. Mais madame, je préférerais débattre sérieusement. Mais madame, c'est un débat sérieux. Je vous dis un état de fait. Quand vous me parlez d'indépendance énergétique, en sachant pas qu'est-ce qu'il y a dans les centrales nucléaires, c'est sûr que j'ai un petit peu de mal à prendre les choses avec beaucoup de sérieux. Madame, je ne suis pas un spécialiste du nucléaire. Simplement, mais non, moi je vous dis simplement ce qui est fait dans la région Rhône-Alpes, où les écologistes n'ont pas voulu acheter de panneaux photovoltaïques pourtant qui étaient produits dans la région. C'est pas les écologistes qui achètent les panneaux photovoltaïques. Madame, c'est la région qui les commande. C'était pour des bâtiments régionaux. Mais non, je pense que vous parlez du siège de la région, où je vous rappelle que quand on équipe un bâtiment public... Le palais Kéran, on peut en parler. C'est pas le palais Kéran, ça s'appelle le siège du conseil régional. Le siège précédent se trouvait en plein milieu de la campagne. Et je sais, madame, je suis Rhône-Alpin. On pourrait savoir pourquoi il a été construit sur cette commune, si vous voulez qu'on rentre dans les détails, et qui étaient les présidents précédents. Attendez, je termine. Et on est en appel d'offres, et quand on passe un appel d'offres, vous savez bien qu'on est obligé de répondre à un certain nombre de critères. Donc vous faites une grave erreur. Mais je voudrais finir, parce que ce qui est intéressant sur la question énergétique... Et après, on parle des gaz de schiste, ok? Non, je rigole. C'est la même logique. Il y a ces 2 chemins simultanés, les économies d'énergie
et le développement des renouvelables, mais pour ça, il faut prendre la décision de sortir du nucléaire, parce que tant qu'on est sous cette intoxication, y compris psychologique, parce qu'on a des espèces de formules, c'est pas cher, c'est sécurisé, et en plus, c'est français. Voilà. Donc on a cette espèce d'intoxication mentale des esprits autour du nucléaire qui nous empêche de faire ce qu'ont fait les Allemands, ce qu'ont fait les Autrichiens, ce qu'ont fait beaucoup d'autres pays, c'est-à-dire de ne pas s'enfermer dans cette vieille technologie qui est la façon la plus dangereuse de faire bouillir de l'eau, de toute façon. Bon bah voilà, hein, je pense qu'on a bien débattu sur le nucléaire. On se retrouve juste après pour une deuxième partie du débat, on va parler de sécurité. Merci Maxime.